Bienvenue dans ce cours consacré à l'histoire des blocs opératoires, intégré dans le module Architecture et hôpitaux proposé par l'Université de la Sorbonne, et je remercie le professeur Frédéric Clarençon pour m'avoir invité à participer à cet enseignement. Nous verrons que l'histoire des blocs opératoires est relativement récente, à partir donc du 19e siècle. Auparavant, elle était réalisée de façon un peu anecdotique et assez loin des préoccupations actuelles et notamment architecturales. L'histoire de l'anatomie ne sera pas traitée dans ce cours, puisque même si elle est assez proche de l'histoire de la chirurgie, elle ne nous concerne pas aujourd'hui. Ce cours sera divisé en 4 parties. Nous commencerons par traiter de l'hygiène et l'organisation de l'espace, bien évidemment essentiel à la pratique chirurgicale, tout comme la notion d'éclairage, et nous finirons avec l'enseignement et bien évidemment l'évolution actuelle et à venir, toujours en lien avec les progrès de l'architecture. Avant le bloc que nous connaissons dans les conditions actuelles, nous avions des chirurgiens qui opéraient un petit peu partout. Alors dans la rue, ça peut être chez un patient, ça peut être sur une place publique, et ça pouvait également donner lieu à différents spectacles de rue. Au XIIe, XIIIe siècle, nous avons la notion de barbier chirurgien, qui est en quelque sorte une officialisation de cette pratique qui tente de devenir de moins en moins sauvage, agressive, et tente de s'organiser petit à petit. Le plus célèbre des barbiers chirurgiens en France est sans conteste Ambroise Paré, qui était également le chirurgien du roi. Et en Écosse, nous avions un peu plus tard Robert Liston au XIXe siècle, qui était également très connu, notamment pour sa rapidité d'exécution chirurgicale. C'était là encore une chirurgie qui était pratiquée dans un amphithéâtre, sur une place publique, et un jour, il a même réalisé une intervention qui est connue pour l'anecdote pour avoir causé 300% de mortalité. En effet, lors d'une amputation, il a réussi dans un mouvement un peu brusque à tuer son aide opératoire et également une personne de l'assistance, et le patient est également décédé quelques jours après. Voilà, donc on a une organisation qui reste assez rudimentaire jusqu'au 19e siècle, avec cette notion d'hygiène, puisque faire des interventions au milieu d'une foule de personnes n'est pas effectivement tout à fait adapté aux bonnes pratiques actuelles, bien évidemment, ce qui est très choquant si nous le voyons à partir de notions qu'on a aujourd'hui. On se replace dans le contexte du 19e siècle, avec l'anesthésie qui commence à être maîtrisée, et on va s'intéresser à la notion d'antisepsie, puisque à l'époque, nous pouvions avoir des taux de mortalité complètement inacceptables aujourd'hui, qui allaient entre 20 et 30%. Donc, on s'inspire des travaux de Semmelweis sur la fièvre puerpérale à Vienne, et à Londres, Lister sera le premier à appliquer ces nouvelles mesures, ces nouvelles notions d'antisepsie, avec une réduction radicale du taux de mortalité qui va descendre aux alentours de 2%. Donc on divise par 10 la mortalité avec ces notions d'antisepsie. Le bloc opératoire va s'organiser,
puisque que ça soit dans le mobilier, dans les habits des intervenants, du personnel, dans les facilités à nettoyer le bloc opératoire, on va passer progressivement d'un bloc qui ressemble à un salon avec des meubles à quelque chose de plus spécifique et de vraiment adapté, notamment au nettoyage et à l'évacuation de ce qu'on a appelé donc les SANI, c'est-à-dire tout ce qui était considéré comme matière sale liée au geste chirurgical. En Allemagne, Gustav Neuber va poser le concept d'asepsie, qui fait un peu écho au concept d'antisepsie de Lister. Et nous aurons donc les premières salles d'opération à la fin du 19e siècle. Donc il faut retenir la date de 1884, qui est vraiment la bascule vers une organisation stérile ou la plus propre possible, en tout cas, pour réaliser les interventions chirurgicales. Et donc, bien évidemment, le corollaire, c'est qu'on va organiser le bloc opératoire comme faisant partie d'une structure architecturale, donc dans l'hôpital. En Angleterre, fin du 19e siècle, vous voyez, on a ici beaucoup de personnes autour de l'opérateur et du patient. On a une pièce qui ressemble un petit peu à un bloc opératoire, mais de loin, on voit en arrière-plan, ça peut quand même évoquer plus une pièce d'habitation qui a été un peu évoluée en bloc, mais on n'est pas encore dans une salle dédiée véritablement. Alors, début du XXe siècle en France, là c'est un petit peu plus évolué, on a passé un cap où on a quelque chose de vraiment consacré à la chirurgie avec un endroit pour se laver les mains, une table d'opération, un éclairage. Donc c'est assez rudimentaire, mais ça ressemble quand même à ce qu'on peut imaginer au bloc aujourd'hui. En Angleterre, début du XXe siècle, on a effectivement un peu la même configuration, avec également, vous voyez, des gants sur ce que porte le personnel, et puis le moins de rangement possible pour éviter effectivement l'accumulation de saleté et faciliter le nettoyage. Toujours en Angleterre, donc là on voit qu'on évolue un petit peu, on est un peu plus dans une configuration actuelle, et puis donc à la Pitié-Salpêtrière au début du XXe siècle, là on est également dans une configuration qui ressemble plus à un bloc opératoire. Alors ça c'est particulier puisque c'était pendant la Première Guerre mondiale, un hôtel avait été transformé en bloc opératoire. Et puis, nous voyons sur cette image que, effectivement, le concept d'organisation au bloc et de propreté lié au nombre de personnel n'est pas encore tout à fait quelque chose de naturel, puisque sur cette photo, nous dénombrons pas moins de 14 personnes en plus du chirurgien, bien évidemment, sans masque, sans gants pour la plupart, excepté le chirurgien, au pied d'un escalier. Donc c'est assez inimaginable de penser que ceci se passait il y a seulement un siècle. Ensuite, nous avons dans les années 30 une grande évolution avec les concepts d'air stérile, pressurisé, flux laminaire, un bloc opératoire de plus en plus aseptisé, vidé des choses inutiles et clos, fermé. Nous abandonnons donc les salles de chirurgie qui étaient implantées dans les locaux standards comme nous venons de voir. Les salles de chirurgie véritablement dédiées sont créées et nous recentrons l'organisation architecturale autour du bloc, c'est-à-dire que
Le bloc ne fait plus partie d'un hôpital comme étant une pièce standard, mais le bloc constitue le noyau du modèle architectural dans les services de chirurgie, bien évidemment. Alors aujourd'hui, si on fait un bond en 2021, les infections du site opératoire, malheureusement, elles sont encore présentes, même si elles sont assez rares, et elles représentent 15% des infections nosocomiales. C'est encore un problème de santé publique aujourd'hui. Alors nous pouvons classer les chirurgies en plusieurs stades, et bien évidemment, nous essayons dans les blocs de ne pas opérer des chirurgies très propres avec des chirurgies propres ou sales, pour éviter le transfert d'un germe d'un patient à un autre. Alors ça peut parfois poser quelques difficultés d'organisation, surtout qu'on est des fois dans des structures qui sont anciennes. Donc pour des structures neuves que nous on va construire, on les construit déjà avec ces notions, et parfois il faut également rénover des blocs opératoires en tenant compte de ces nouvelles notions. Donc on a ce concept de marche en avant, c'est-à-dire que plus nous allons avancer dans le bloc opératoire vers la salle d'opération où se passe l'acte chirurgical, plus le niveau d'hygiène va augmenter. Et puis nous avons également la notion de circulation double et simple. Bon, nous n'allons pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais beaucoup de solutions sont proposées, et les études dans le futur entre médecins, architectes, médecins hygiénistes permettront bien évidemment encore d'améliorer les choses. Pour résumer, nous avons dans cette circulation simple des avantages avec une optimisation des surfaces, une gestion du planning opératoire qui est beaucoup plus simple, on contrôle les entrées, mais ceci nécessite des contraintes où tout le monde doit s'impliquer avec des règles de discipline, avec un matériel adapté. Le bloc opératoire constitue donc toujours une entité architecturale fermée qu'on va essayer de rendre indépendante de l'extérieur. On ne va pas traverser un bloc opératoire pour se rendre d'un endroit à un autre dans un hôpital ou dans une clinique. Nous allons donc définir différentes zones, de la zone non critique, qui est une zone où nous allons avoir la salle d'attente, la salle de réveil, ou pour le personnel, les vestiaires. Ensuite, nous arrivons dans une zone semi-critique, où une intervention chirurgicale n'est pas réalisée, mais nous sommes juste à côté de la salle d'opération. Donc, ça peut être un couloir, là où on se lave les mains avant d'aller opérer. Ça peut être des locaux de rangement, de réserve qui se trouvent juste à côté de la zone critique, donc de la zone aseptique, qui constitue donc le local, la salle où l'opération est réalisée en tant que telle. Dans cette salle, nous avons un système de flux laminaire qui peut être parfois horizontal, mais plus souvent vertical, qui se trouve juste au-dessus de l'endroit où on opère. Donc quand on opère nos patients, on fait bien attention à ce que la table d'opération soit installée juste en dessous de ce flux laminaire, qui va consister à amener une surpression pour pousser tout l'air qu'il y a autour, qui est considéré comme moins propre, et éloigner cet air de la zone opératoire, de la plaie chirurgicale. Les ouvertures de portes sont intéressantes à étudier. On a dans certaines structures des fois des compteurs qui sont sur les portes pour évaluer le nombre de fois où les portes sont ouvertes pendant une intervention. Bien évidemment, plus on va ouvrir la porte pendant l'intervention, plus le risque de faire entrer un air plus sale à l'intérieur de la salle d'opération est important. Et donc, on peut imaginer que plus on ouvre une porte, plus le risque d'infection est grand. En plus de ce traitement de l'air, en plus de ces portes adaptées,
et à la limitation du nombre d'ouvertures, on peut réaliser certaines chirurgies en scaphandre. Alors, c'est encore une pratique peu répandue en France, mais qui aurait tendance à diminuer le taux d'infection pour les interventions de chirurgie orthopédique où on met des prothèses. Et dans cette chirurgie orthopédique, l'inconvénient, c'est qu'à la fois on met du matériel que les éventuels germes adorent pour se fixer dessus. Et puis, le tissu osseux est un tissu qui se défend très mal contre les infections. Donc, en chirurgie orthopédique, la discipline que j'exerce, qui est considérée comme une chirurgie ultra propre, nous sommes particulièrement sensibles à cette problématique d'hygiène. Et dans ce cas, nous pouvons utiliser ce type d'équipement. La circulation des personnes est importante puisque nous voyons dans ces exemples que soit on a trop de personnel, soit on a un défaut de rangement qui ne vont pas forcément entacher la bonne pratique des soins ou des interventions, mais qui sont des possibles sources de transmission d'infections. Donc bien faire attention, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans les organisations des circuits. Et donc quand on disait il faut une certaine discipline, une organisation, on en a l'illustration. De même, en salle de réveil, au lieu d'avoir des patients qui sont tous alignés devant un bureau où les anesthésistes et les infirmiers les surveillent, il vaudrait mieux avoir un bureau central et en arc de cercle ou en cercle complet les patients, ce qui est plus sécurisant puisqu'on peut aussi mieux surveiller et ce qui limite également les déplacements et donc le risque d'infection. À Grenoble, début des années 2000, nous avions déjà un bloc opératoire organisé en cellules avec des endroits déterminés, séparés des uns des autres, non pas par des murs ou des cloisons, mais séparés par le flux laminaire qui va souffler de façon verticale sur chaque cellule. Et donc, nous avons des cellules de chirurgie à droite qui communiquent avec des cellules d'anesthésie à gauche. Et donc, on a un flux de patients qui se fait de gauche à droite. L'ensemble est complètement ouvert, un peu comme un open space, avec des cellules d'opération, toujours un flux laminaire vertical qui correspond à chaque patient, à chaque lieu d'intervention, mais de façon ouverte, ce qui peut favoriser le travail en équipe. Donc là, ça peut paraître un petit peu choquant, mais on a fait disparaître les murs et les cloisons qui séparent normalement les salles d'intervention. Avec, au final, pas plus d'infections dans cet établissement que dans un établissement plus conventionnel. Le problème du stockage au bloc opératoire est important puisque c'est également une source de contamination et il faut également organiser ce stockage puisque dans certains types de chirurgie, nous avons énormément de matériel et donc il faut pouvoir l'organiser. On se retrouve dans la situation de tout à l'heure où on a une surcharge de matériel et un défaut de rangement parfois dans certains couloirs. Et donc, l'organisation du bloc, l'architecture du bloc doit être pensée également en termes de rangement. Donc pour ce faire, nous avons 3 types d'emballages qui répondent aux différents niveaux d'hygiène. Nous avons les emballages primaires, secondaires et tertiaires. Plus nous allons au centre, vers cet emballage primaire, plus nous allons également nous rapprocher de la salle d'opération. L'emballage tertiaire, c'est l'emballage extérieur, le plus grossier, qui peut se faire en zone de déconditionnement, dans un sas, dans une zone de livraison. Ça peut aussi être une caisse, ça peut être une grande boîte. Donc le matériel dans un hôpital ou dans une clinique arrive conditionné dans cet emballage tertiaire. Nous avons ensuite un emballage secondaire où là, nous avons des choses qui sont emballées de façon propre,
ou stériles, à proximité donc de la salle d'opération, mais qui se trouve donc non pas dans cette zone critique comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais dans la zone qui est située juste avant. Ça peut être donc des ancillaires comme on voit sur cette image, assez bien organisés donc à gauche avec des racks de rangement. Et ce sont des endroits qui sont facilement et rapidement accessibles, puisque parfois pendant une chirurgie, nous avons besoin d'une boîte supplémentaire, d'un matériel particulier. Donc ce matériel doit être rangé de façon organisée et assez proche des salles d'intervention. L'emballage primaire, c'est celui qui va rentrer dans la salle d'opération, et c'est donc le dernier emballage avant l'utilisation du matériel de chirurgie. Nous passons maintenant au chapitre consacré à l'éclairage au bloc opératoire, qui est une notion extrêmement importante et essentielle à la bonne pratique de la chirurgie. Nous avons des choses assez rudimentaires. Nous avions vu que nous pouvions opérer avant le XVIIIe siècle à l'extérieur, dans la rue, chez un patient, avec l'éclairage qui était disponible, soit de façon naturelle, soit à la bougie ou à la petite loupiote. Là, on va essayer d'organiser les choses fin 19e siècle, avec les améliorations et les progrès de l'époque, notamment un système à gaz. Nous allons organiser également les blocs opératoires en profitant des avantages que peut nous apporter l'architecture des lieux. Par exemple, oui, nous utilisons ici un système à gaz, mais devant une grande fenêtre qui va bien sûr être un peu l'élément essentiel de l'apport de lumière. Nous avons ici une salle qui n'est pas choisie au hasard, puisqu'elle est située dans un angle d'immeuble. Et donc, dans cet angle, nous aurons la chance d'avoir deux grandes baies vitrées assez proches et qui pourront donc faciliter le travail du chirurgien. On a juste un petit éclairage minimaliste au plafond qui ne pourra pas forcément toujours constituer le principal éclairage, excepté bien sûr la nuit. Nous avons là encore l'exemple d'une salle d'intervention avec un maximum de baies vitrées sur le mur. Là encore, on va allier à Londres les grandes baies vitrées et les éclairages au plafond. Et aux États-Unis, dans le Missouri, nous avons donc cette belle verrière qui fait face à la table d'opération, avec quand même un éclairage au plafond, et puis un petit éclairage d'appoint, une petite applique sur le mur à droite. Et encore quelques petites fenêtres sur le mur de droite. Comment on peut améliorer cet éclairage ? On peut utiliser un peu ces spots façon cinéma, mais qui ne sont pas la solution idéale parce qu'ils sont très encombrants, comme on le voit, pas forcément facile d'entretien, et puis bien évidemment, d'un point de vue hygiène, on imagine facilement que ce n'est pas la solution idéale de multiplier donc les objets, les câbles électriques. L'invention du cialytique, elle est déterminante au début du XXe siècle. Donc on va essayer de minimiser l'encombrement de l'éclairage tout en optimisant la vision, avec un système de miroirs qui vont réfléchir la lumière et la centrer sur la zone opératoire. Nous avons ici l'éclairage qui est toujours constitué par les grandes baies vitrées, avec des premiers modèles de cialytique assez rudimentaires.
Nous avons l'apparition dans les années 30, surtout aux États-Unis, de ce système de lampes centrales avec des miroirs en périphérie qui vont essayer également, comme le sialytique, de concentrer la lumière et de la diffuser. Alors, soit de façon un peu élargie, soit de façon un peu plus centrée, focalisée sur la zone opératoire en modifiant l'orientation des miroirs. On voit ici donc toujours ce système de lumière centrale et de miroir périphérique sur une perche qui se raccorde donc comme on vient de voir sur la diapositive d'avant, soit sur un mur, soit sur un plafond. Toujours ce système de miroir et de lumière centrale dans les années 40. On va développer dans les années 50-60 plusieurs concepts qui vont durer plus ou moins longtemps, mais qui vont nous faire basculer vers un petit peu l'ère moderne de l'éclairage au bloc opératoire. Et on va profiter de cette nouvelle organisation d'éclairage pour intégrer également l'enseignement. C'est-à-dire que, par exemple, on a ces super sialytiques qui vont se trouver donc au-dessus de la salle d'opération, et à travers ces sialytiques ou à côté, les internes, les étudiants pourront également assister à l'opération. Donc là, on a un modèle de super sialytique. On va essayer vraiment d'optimiser la surface au plafond et de mettre un maximum de puissance d'éclairage et un maximum de relais par tous ces miroirs. Nous avons donc les internes qui peuvent assister aux opérations. Ici, donc cette hémicoupole où d'un côté nous aurons l'éclairage et d'un autre côté nous aurons la réflexion de cette lumière. Là encore, on voit que la plupart de la surface du plafond est consacrée à l'éclairage. On a même utilisé certains murs pour mettre des spots supplémentaires. Donc la voûte de Blain, c'est vraiment dans les années 50 l'avancée déterminante au bloc chirurgical. On retrouve ce concept de voûte avec ici, comme on l'a vu tout à l'heure, un double éclairage avec également une intégration de spots dans le mur. Et puis on peut combiner une lumière naturelle sous une voûte et tout autour mettre également des lampes. Donc c'est le cas dans cet hôpital américain dans les années 50. Et ensuite, dans les années 50 et 60, on développe également les premiers sialytiques comme on peut les côtoyer aujourd'hui. Comme on voit là sur cette image, on a un sialytique principal au plafond et un sialytique sur pied secondaire en appoint. Nous retrouvons toujours le sialytique qui ressemble à un sialytique d'aujourd'hui, toujours combiné à un éclairage naturel. Là encore, sur cette image représentant un bloc opératoire dans les années 50. Là, nous avons deux sialytiques et une toute petite fenêtre donc, sur le sommet du mur, vous voyez à droite. Et progressivement, nous aurons des blocs opératoires qui vont devenir complètement clos, c'est-à-dire sans fenêtre, avec uniquement un éclairage par sialytique, puisque ce dernier devenant de plus en plus efficace, on va progressivement s'affranchir des sources lumineuses naturelles. Un sialytique aux États-Unis dans les années 50. Là également, avec une grande verrière. Donc, dans certains établissements, évidemment, la transition se fait progressivement, puisque moi-même, dans mes études, j'ai déjà opéré dans des blocs opératoires où il y avait encore des fenêtres. Donc,
effectivement, petit à petit, dans la conception des nouveaux blocs, dans la construction des futurs blocs opératoires, les fenêtres disparaissent avec des Ciality qui sont aujourd'hui hyper performants. Donc, comme on peut le voir sur cette image, là encore, on profite des avancées technologiques. On a maintenant des éclairages au LED, on a des éclairages de différents types de couleurs, puisque certains types de chirurgie peuvent être améliorés si on a plutôt une lumière froide, une lumière chaude. Donc ça peut dépendre du type de chirurgie, ça peut dépendre du chirurgien s'il préfère opérer avec telle ou telle lumière. Pour la dissection chirurgicale, ça peut également faire ressortir différentes couleurs, ce qui peut faciliter le travail opératoire. Donc on a des Ciality qui sont très performants aujourd'hui et donc on se passe complètement bien sûr de la lumière extérieure. L'enseignement au bloc opératoire, il a toujours été plus ou moins présent. On a des théâtres d'anatomie. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas le sujet du cours, mais l'anatomie et la chirurgie, ce sont deux disciplines bien sûr complètement liées. Et on peut concevoir un enseignement d'anatomie dans un amphithéâtre, mais ce qui était intéressant, c'est que au 19e siècle, début du 20e siècle, nous avions des opérations en direct, en live, devant des étudiants, devant d'autres praticiens qui étaient présents dans des gradins et qui regardaient des interventions se faire en direct. Donc là, on peut comprendre là que les notions d'hygiène ne sont pas forcément toujours optimales. Là encore, on a un bloc opératoire avec un lustre plus qu'un cialytique au-dessus de la scène chirurgicale. L'anesthésiste à la tête du patient, le chirurgien en costume. Bon, c'est assez particulier, mais c'était à peine il y a plus de 100 ans. Nous retrouvons donc l'éclairage, comme on vient de voir, et là, les personnes sont assez proches, hein, sont vraiment collées au patient qui est en train de se faire opérer. Alors là, c'est intéressant, on a une chirurgie qui se fait à l'étage en bas de façon assez conventionnelle, et puis en hauteur, on a une sorte de mini amphithéâtre avec des étudiantes infirmières a priori. Moi à Nancy, j'ai connu dans mes études un bloc opératoire. Il y avait une salle où on opérait de façon tout à fait propre et de façon tout à fait moderne. Et au-dessus, il y avait une galerie vitrée où on pouvait également assister aux interventions. Bon, c'est exactement ce qu'on a sur cette image qui date de 1959 à l'hôpital Cochin. Alors aujourd'hui, on a des vestiges, hein, par exemple, les anciens blocs, ils ont pu être transformés en bureaux, en salle de rangement. Donc on voit encore là, à Necker, par exemple, les anciennes baies vitrées et les anciennes verrières où on pouvait regarder les interventions. Alors aujourd'hui, la chirurgie ambulatoire notamment se développe de plus en plus, hein. Dans certains établissements, ça peut représenter 70 à 80% des actes chirurgicaux. Et donc l'organisation, elle est maintenant plus centrée sur le patient et ce qu'on appelle le circuit patient. C'est-à-dire qu'on va essayer d'accompagner le patient. On n'est plus vraiment dans une ambiance d'hôpital où un patient va être alité pendant plusieurs jours, va aller sur un brancard au bloc opératoire. Le patient arrive dans des locaux où on a des petites cellules, hein, c'est un peu comme si on va à la salle de sport ou à la piscine, on a des casiers, on met ses affaires, on est dans ces cellules où les infirmières passent, mais ça ressemble plus effectivement à un grand open space avec des cellules qu'à une organisation traditionnelle de service hospitalier. Donc l'idée c'est de dédramatiser le soin, la pratique chirurgicale, c'est de se dire la plupart des interventions chirurgicales, c'est pas forcément des chirurgies lourdes, avec ici donc des salles de rangement où les patients peuvent également se changer,
prendre une douche, se préparer pour l'intervention. Donc c'est assez bien organisé, vous voyez, c'est propre, c'est tout à fait en lien avec les notions d'hygiène les plus récentes et recommandées actuellement. Et puis ensuite, après, on a une salle d'attente où les patients peuvent rester en surveillance avant de repartir chez eux. Là, on a une salle où ils peuvent attendre seuls ou avec leurs proches. Et puis, ils ont accès donc à du contenu multimédia. Ça peut être une salle de pause également. Voilà, donc une salle de restauration. Euh, Tout est fait pour dédramatiser l'acte chirurgical et on a toujours cette notion de parcours, de chemin clinique. Ça s'intègre dans ce qu'on appelle la RAC, hein, la récupération rapide ou la récupération améliorée après chirurgie. Et c'est bien sûr la médecine et la chirurgie qu'on pratique déjà actuellement, qui sera la chirurgie de nos prochaines années. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie encore une fois le professeur Frédéric Clarençon pour m'avoir invité. Je reste disponible toujours si vous avez des questions, que ça soit maintenant ou que ça soit plus tard par mail ou sur Internet, puisque je pourrai poster cette présentation sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci pour votre attention.